Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Au Cameroun, la tuberculose dénombre un peu plus de 43 000, en tout cas 39 000 cas enregistrés donc, au Cameroun. Ça fait un véritable souci. Donc la tuberculose qui demeure un problème majeur de santé publique dans notre pays, avec notamment des chiffres inquiétants, importants également, à partir notamment de ce rapport du ministère de la Santé publique qui parle de 35 000 cas de tuberculose enregistrés chaque année dans notre pays, mais seulement 40% de ces différents cas aujourd'hui pris en charge par des formations sanitaires. Depuis quelques années donc, on parle de l'éradication de la tuberculose au Cameroun, mais qu'est-ce qui coince? Ça reste une véritable question et nous parlerons de tout cela en deuxième partie avec nos invités qui seront sur ce plateau pour apporter quelques éléments de réponse. Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir et bienvenue à cette édition. Avec nous sur ce plateau, quelques témoignages qui vont vous permettre de comprendre un peu la gravité de la maladie au sein de la population, du moins là où nous sommes passés il y a quelques heures seulement, rencontrer un cas social qui souffre de la tuberculose chronique et avoir de près l'attitude même de ces derniers, on comprendrait qu'il s'agit notamment d'un véritable tueur silencieux. Et sur ce plateau avec nous, Madame Toko Elisabeth, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue, vous êtes la voisine de Thomas. Thomas, c'est le malade? Oui, monsieur. Thomas, c'est l'enfant de ma voisine, orphelin de père et de mère. Vraiment, cet enfant souffre énormément. Oui. Il y a de cela presque vraiment 3 à 6 mois que sa situation ne fait que se détériorer au fur et à mesure. Il y a des nuits qu'il tousse tellement que moi, dans mon lit, donc les voisins n'ont plus le sommeil. Il y a des nuits qu'il tousse tellement que quand ça s'abaisse, j'ai même vraiment peur que peut-être le pire s'est arrivé. Alors, Thomas est méconnaissable. Vous allez d'ailleurs davantage nous expliquer de quoi il est question. Avec vous également, Kemeni Marie-Faustin, bonsoir. Bonsoir, monsieur Flavien. Vous êtes le meilleur ami de Thomas. Exactement. Ça veut dire que vous le connaissez, vous avez grandi ensemble. Exactement. Et vous savez quand est-ce que sa maladie a commencé. Exactement. Sa maladie a commencé il y a de cela 7 mois. 7 mois exactement que sa maladie a commencé. Mais pour le début, lorsque ça commençait, les signes ne se présentaient pas encore comme il le fallait. Ces derniers temps, vraiment, son état s'est effrité tout d'un coup. Nous-mêmes, nous ne savons plus à quel sens nous vouer. Donc, il est méconnaissable. On se demande, mais quelle est cette maladie-là qui vraiment, les mots vraiment me manquent. Il souffre énormément dans sa peau et dans sa chair, au point où même se déplacer devient un véritable casse-tête. Alors, vous qui êtes avec lui au quotidien, qu'est-ce qu'il vous a raconté? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour qu'il se retrouve dans cet état? Pour qu'il se retrouve dans cet état, au sortir de la causerie que nous avons eue ensemble, il m'a fait état de ce que cela a commencé par la toux. Il a commencé à tousser, Mais à cette période-là, dit-il, il ne soupçonnait encore rien, puisqu'il s'agissait d'une simple toux. Mais cette toux-là s'est envenimée notamment avec des rejets sanguins, puisque à un moment donné, lorsqu'il toussait, il y avait également du sang qui revenait à la surface. Et vu cette période-là, il a eu à négliger, puisqu'il n'a vraiment personne qui pouvait vraiment se pencher sur son cas. Il a eu à négliger en se disant que cela doit se résoudre du jour au lendemain. Sauf que cela s'est plutôt empiré de la plus pire des manières. Et jusqu'à cette période, quoi. Est-ce qu'il fumait? S'agissant de la cigarette, je l'ai vu 1 ou 2 fois prendre peut-être un mégot de cigarette, mais ce n'était pas quand même abondamment. C'était aussi comme on peut dire les loisirs, où souvent les trucs de la jeunesse, les jeunes prennent souvent rarement de la cigarette pour essayer un peu de flinguer, comme on dit souvent au quartier. C'était un peu de ça qu'il s'agissait. Oui. Alors, Elisabeth, Thomas, c'est un jeune de 24 ans aujourd'hui. Il a perdu ses parents, son dernier parent, il était âgé de 5 ans seulement. Oui, monsieur Thomas était un enfant, il a été abandonné très tôt. Il a perdu son père, il a perdu sa mère.
Bon, il est resté seul comme ça. Il se débrouillait d'un moment à l'autre. Mais depuis qu'il a commencé cette maladie, sa situation s'est détériorée au fur et à mesure, au point que il y a de cela même 3 mois. Si ce n'était que vraiment les efforts des voisins pour lui donner soit de l'eau, soit à manger, il est resté comme ça. Donc depuis là, c'est Pourquoi il n'est pas allé à devenu vraiment l'hôpital très élevé. quand ça a commencé? Quand ça a commencé, il ne pouvait... Donc même maintenant comme ça, vraiment, si nous les voisins, on ne se connectait pas vraiment pour faire quelque chose, c'était pas à son niveau. Pour un enfant seul, à son suivi, ce n'est pas facile. Il n'est pas seul au Depuis monde. son âge. Il est avec, il a un de ses frères aussi. Il y a un de ses frères que lui-même, à un moment, lui, il a même fait un peu des efforts. Il est allé à l'hôpital, mais lui n'avait pas l'argent pour continuer la suite. Et lui, bon, tu vois que lui, il est seul dans son coin. Son frère lui-même, je lui ai appelé à des reprises, mais lui il dit que vraiment il n'a pas d'effort. Regarde, depuis qu'il est même là-bas comme ça, lui il se dit que même les moyens pour venir le regarder, il n'a pas. Quelqu'un qui vit dans la même ville qu'avec l'autre, ce n'est pas facile. Donc, Alors, il fallait dire que continuer le traitement. Il vit dans un environnement impropre, ça il faut le dire. Très. Parce que il n'y a pratiquement rien dans cette maison, à part tout un désordre. Et on l'a vu, on a vu son lit là où il dort, un peu comme s'il était sorti de nulle part. Abandonné à C'est lui. la maison familiale. C'est la maison familiale. C'est là où il est né. C'est là où il est né. Oui, Marie-Faustin, vous qui êtes avec lui, vous qui lui rendiez davantage, vous lui rendez visite chaque fois. Oui. Vous partez, vous voyez Thomas dans cet état. Oui, Thomas, vraiment dans cet état, c'est... Parlant même d'abord du cadre de vie. Son cadre de vie, c'est un cadre où il règne un tas d'immondices. C'est tellement sale et... Puis vraiment, lorsqu'on regarde même de fond en comble la pièce dans laquelle il se repose, c'est vraiment très sale. Et une fois, lorsque j'allais pour lui rendre visite, il était couché. Et j'ai vu à maintes reprises des souris se balader presque sous son dos. Et là, à l'approche de la nuit, il y a également des animaux comme d'autres insectes également, comme les cafards, les escargots aussi qui sont dans cette même pièce-là. D'où il y a un peu de tout là-bas. Il faut avouer qu'il ne fait rien pour ça, parce qu'il est affaibli, battu par la maladie. Ça fait pratiquement plus de 6 mois aujourd'hui qu'il est malade. Il n'a pas de moyens pour aller à l'hôpital. Et il ne sait pas que c'est une maladie qui est prise en charge depuis quelque temps par les pouvoirs publics. Il n'était pas informé. Il n'était pas informé. Et après ce que vous venez de dire également, non seulement il n'était pas informé, et aussi la maladie arrivait à un niveau où il se sent tellement faible au point où se déplacer, c'est un problème. Et s'alimenter aussi en est un autre problème. Sans vous mentir, monsieur Flavien, il a d'énormes difficultés à s'alimenter. Comme la maman venait de dire, parfois nous sommes obligés de nous associer entre nous afin qu'il puisse déjeuner soit le matin ou manger quelque chose soit à midi ou une autre chose soit le soir. Donc il vit vraiment dans une précarité qui ne veut pas dire son nom. Raison pour laquelle il se trouve comme il se trouve là. Et il est vraiment délaissé à lui-même. La preuve, depuis qu'il y est, moi de mes propres yeux, je n'ai pas encore aperçu un membre de sa famille qui est venu à son chevet. Et c'est vraiment déplorable. Donc il souffre énormément dans sa chair. Alors, vous dites bien que vous êtes d'ailleurs son ami depuis de longues dates et en plus les voisins sont là. Mais vous le laissez vivre dans cet environnement où il y a tout ce que vous avez cité tout à l'heure, les souris, les cafards et autres. Vous pouvez quand même lui donner un coup de main en retirant, en nettoyant son environnement. Nous pouvons. Vous avez peur de la maladie, d'être contaminé? C'est d'où j'en venais. Nous pouvons peut-être donner un coup de main. Ce n'est pas grand-chose.
Mais la plus grande crainte des uns et des autres, c'est de pouvoir être contaminé. C'est que à travers peut-être ce petit ménage qui doit être fait dans son cadre de vie, il y a peut-être une possibilité de contagion. Et c'est un peu la crainte des uns et des autres. D'où son cadre de vie là est resté inchangé. Justement parce que les uns et les autres se disent, s'il me contamine, ou si je m'en vais peut-être laver ou balayer un peu son sol avec les crachats qu'il a eu à faire durant la soirée, et cela me contamine. Donc ça reste une grande peur. Son mal reste d'ailleurs une grande peur pour le quartier. Alors, Elisabeth, vous lui donnez à manger. On a vu quand même un geste. C'est tous les jours que vous le faites. Est-ce que c'est cette nourriture qui va le soigner? Vous avez quand même pensé à ses médicaments, à sa prise de médicaments? En parlant de la contamination, Dieu seul pourra nous aider. Parce que malgré tout ça, moi, il y a des moments que je fais des efforts pour nettoyer ça. Parce que s'il faut même voir, quand il mange, vu son état maintenant, il ne peut pas laver ses assiettes. C'est moi qui lave ses assiettes. Donc on a cette peur-là, mais ce n'est que Dieu pour nous protéger, parce que vraiment, ce n'est pas facile. L'enfant, là, vraiment de Dieu, ça me donne du remords. J'ai perdu le sommeil. Je ne sais plus quoi faire. Vraiment, parce que je reste comme ça. Même quand je sors, là, quand je reviens, vraiment, c'est un autre problème. Tu ne peux pas... Il tousse tellement dans la nuit que vraiment, parfois comme ça, même quand le sommeil te prend, tu sursautes. Tu ressens que vraiment, ce n'est pas facile pour lui. Ce n'est pas facile. Vraiment, je ne sais vraiment pas. Parlant du ménage, je fais les efforts. C'est comme aujourd'hui là. J'ai pu faire le ménage avec mes frères et ce qu'on a fait. Nous avions fait les efforts. Comme il est parti à l'hôpital avec le frère là. J'ai fait le ménage, enlevé tout. Mais cela ne tient vraiment. Il n'y a que le bon Dieu pour nous protéger parce que ce n'est pas facile. Thomas est vraiment malade. Si vous me permettez, à la suite de ce que la maman a dit, j'aimerais également ajouter quelque chose. Son cas s'est tellement aggravé, son cas s'est tellement détérioré ces derniers temps au point où nous avons perdu le sommeil. Et il n'est pas rare de voir les jeunes du quartier se lever très tard dans la nuit, comme souvent 3 heures ou 2 heures, pour justement jeter un coup d'œil dans l'endroit où il se repose, cet endroit où nous décrivions tout à l'heure, afin de voir s'il n'y a pas quelque chose de grave qui s'est passé. Il n'y a rien, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a presque pratiquement rien du tout. Il est comme ça abandonné. Il n'a pratiquement rien. Il s'agit, il ne sait pas s'il peut appeler ça domicile, mais même la porte, il n'y en a pas. Il dort pratiquement sur une table. C'est cette table-là qui le sert de banc, qui permet à ce qu'il puisse se reposer à midi. Sur cette table qui fait pratiquement tout. Sur cette même table-là. Et le sol encore est dans un piteux état, le sol. Le sol encore est dans un piteux état. Donc, vraiment, son cadre de vie n'est pas approprié. Et je trouve que c'est même ça qui aggrave la situation. Il va tellement mal au point où ses cheveux ont pris une autre forme. Et c'est d'ailleurs très inquiétant. Ses cheveux sont devenus un peu un style crépus. Et puis, il ne parvient même plus à se déplacer. C'est devenu tellement critique au point où même se déplacer pour lui, c'est un problème. Il a même du mal à faire des gestes. Il marche 2 pas, il se repose. Il marche 2 pas, il se repose. Vraiment, nous ne savons plus vraiment. Alors, dites-nous, comment vous avez su que c'était la tuberculose? Pour moi, j'ai su que c'était la tuberculose parce que, au vu des symptômes qui dégageaient, quand j'étais à côté de lui, au vu des symptômes, il toussait énormément. Lorsque nous voulions entamer une conversation, il n'arrivait pas à faire 2 phrases. À la première phrase, il s'étouffait, il toussait davantage. Et puis, au fur et à mesure, il perdait également le poids. Puisque le même personnage dont on parle, il y a cela 2 semaines, a véritablement changé aujourd'hui. Donc, il perd le poids vraiment à une vitesse inquiétante. Et puis, il tousse. Il ne peut pas passer 5 minutes, il ne peut même pas passer 2 minutes sans tousser. C'est exactement ça.
Oui, Elisabeth, vous voulez ajouter quelque chose? Mon père, je ne saurais quoi dire. Mais la maison qu'il occupe aujourd'hui, ce n'est plus... c'est la maison familiale, mais une maison pratiquement vendue. On peut dire maison familiale, hein, on ne peut pas entrer dans le détail. C'est une maison familiale. Mais vraiment, son état, l'état de Thomas fait pitié. Vraiment, nous avons perdu le sommeil. Ça fait tellement mal. Je ne sais plus. Quand je reste comme ça, c'est comme si je ne suis plus libre. Même quand je sors, vraiment là où j'ai toujours la tête en l'air. Donc je ne sais pas. Mais vous pouvez le sortir de là et l'amener chez vous quand même. Il est bien vrai, je suis la femme. J'ai un mari, j'ai des enfants. Je ne peux pas prendre un engagement comme ça, mais à moins que vraiment ça soit, disons, dans l'accord de l'homme. Je ne suis pas libre. Si je l'étais, je l'aurais fait. Je fais de mon mieux pour Thomas. Même le remède, le sang, il y a là-bas dedans comme ça, des bouteilles, les boîtes de lait comme ça, c'est ce que j'achète. J'ai déjà préparé le remède de sang, même le remède de la toussée. À un moment que j'ai su que vraiment ça devait être la tuberculose, parce que tout ce que je donnais, la situation ne changeait pas. Vraiment, à mon niveau, j'ai fait des efforts, ce que je pouvais, mais la situation de maintenant, c'est très grave. Très grave. Alors, Thomas a laissé l'école à cause de la maladie. Déjà qu'il n'a pas fréquenté normalement, il n'est pas allé loin avec l'école, comme qui dirait. La maladie s'est ajoutée et ça fait que tout est devenu compliqué pour lui. Il ne peut plus aller à l'école, il reste au quartier. Vous avez dit également qu'il a quand même fumé un moment. Est-ce que c'était peut-être pas ça la cause aussi? Non, c'était pas ça la cause dans la mesure où, s'agissant par exemple des jeunes, il y a des moments de folie, il y a des simples moments de folie où on fait 2 ou 3 actes aussi comme ça par ignorance et puis on décide de tout laisser après. Donc je ne trouve pas que c'est ça la raison. Je ne trouve pas que c'est ça la raison. Et il a toujours été délaissé, puisque sa maman, proprement dit, est décédée l'an 2000. Son papa est parti un peu plus tôt, lorsqu'il rampait encore seulement. Donc il a toujours été délaissé. Et son cas vraiment a fait à ce que plus personne, même ces fêtes sont passées comme ça, là, parlant de la fête de Noël, chacun était simplement en train de réfléchir sur son cas, en disant qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous allons réellement faire, afin qu'il puisse trouver du sourire. Il puisse trouver du sourire. Puisque en le voyant, sans vous mentir, je pense à autre chose. Je pense à autre chose qui n'est pas d'ailleurs positive. Il pense à autre chose. Et il ne peut pas m'empêcher de penser à cette autre chose-là. Parce que son état se dégrade le jour au jour. Alors, il ne se lave pas. Vous savez quand même que lorsqu'il y a un peu de propreté ou quand on se lave, ça fait partie un peu du traitement. Ça remonte quand même. Justement, il ne se lave pas parce qu'il n'a même pas des compétences physiques pour le faire. Il se sent tellement mal, il se sent tellement affaibli au point où prendre ne serait-ce que de l'eau à boire, c'est tout un processus pour lui. Prendre ne serait-ce que de l'eau à boire au sol, puisque lui, son eau par exemple est rangée dans les bouteilles. C'est difficile. Se lever de la table d'où il passe ses nuits, c'est tout un combat. Parfois lorsque tu l'amènes soit un bout de pain, il ne peut pas réagir directement. Il faut qu'il se torde, il faut qu'il essaye de mettre un pied au sol, il faut qu'il essaye de mettre l'autre pied. Et parfois, il se couche encore tout simplement parce qu'il n'a pas les capacités nécessaires pour se lever et pour vraiment prendre le paquet ou le petit présent dont vous l'avez apporté pour essayer de déjeuner avec. Et c'est vraiment très grave, monsieur Flavien. Au point où il y a des fois, même, il y a des matins où, lorsque j'arrive, je l'appelle à haute voix, pas 3 fois, il ne réagit pas. C'est peut-être la 4e fois qu'il sursaute. Donc, d'où j'ai l'impression que cette maladie-là, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est un phénomène quand même très inquiétant. Très inquiétant. Très inquiétant. Et qu'est-ce qui vous fait peur?
ce qui nous fait peur, nous, jeunes du quartier Oyak, c'est que demain, notre ami, notre frère, que nous aimons tant, que demain, un de ces 4 matins, nous arrivons par exemple d'où il dort et qu'on constate peut-être qu'il s'est éteint dans la nuit. C'est ce qui nous fait tellement peur. Et nous ne voulons pas penser à une telle hypothèse. La raison pour laquelle nous avons fait recours à cette émission qui est d'ailleurs une émission caritative, une émission à caractère social, une émission dont la générosité n'est plus à démontrer, afin que les âmes de bonne volonté qui se sont toujours penchées sur le cas des plus nécessiteux, des personnes qui souffrent, de pouvoir vraiment faire un geste, comme ça a toujours été le cas, afin qu'ils puissent avoir les formes qu'il avait autrefois et qu'on puisse désormais continuer une vie d'ensemble, plus une vie de discrimination ou de mise en quarantaine. Ça nous fait tellement mal et parfois il nous arrive de craquer là-dessus. Ça nous fait extrêmement mal. Oui, Elisabeth. Monsieur. Vous regardez Thomas, vous le voyez tous les jours puisque c'est votre voisin. Vous lui apportez à manger, c'est pas suffisant, il a besoin d'être pris en charge et il doit avoir un traitement approprié pour sortir de cette situation. Qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs? Vraiment, je ne sais vraiment, je suis vraiment l'émotion et les mots me manquent. Vraiment tout ce que je peux dire à mes frères et sœurs, vraiment, c'est de venir en aide à Thomas. Parce que vraiment, un enfant, vraiment, c'est ce qu'il y a de plus sacré dans une vie. Et la santé, vraiment, c'est la richesse. Cet enfant, vraiment, nous avions fait de ce que nous pouvons, mais vraiment, ce n'est plus à notre niveau. Vraiment, je ne peux que implorer vraiment la miséricorde de toute personne et de tout le monde, vraiment de tous les bienfaiteurs, vraiment de nous donner un coup de main, de nous aider vraiment à sortir de cette situation. Parce que vraiment, je suis là comme ça, je ne sais plus quoi faire. Cet enfant, vraiment, j'ai vécu avec lui depuis des années. Depuis qu'il a perdu ses parents. Mais tout son espoir, tout mon espoir, c'était de lui voir vraiment devenir un homme. Vraiment aujourd'hui, depuis que l'enfant a commencé cette maladie, jusqu'à être à ce niveau, vraiment, je ne sais plus. Je ne suis plus dans ma peau. Vraiment, je prie à tout le monde, vraiment de faire un geste, de se manifester vraiment. Pour l'amour de Dieu, vraiment, que tout le monde vraiment fasse quelque chose de mieux, ce qu'il peut, Okay. pour que vraiment nous puissions sortir cet enfant de cette situation, vraiment, que le Seigneur nous aide. Il y a les jeunes de son église, l'église catholique du coin, qui ont décidé de l'accompagner également. Tout à fait. Là, Ils prient chaque fois. Non seulement il y a des prières qui sont faites et il y a la communauté ecclésiale vivante, cette communauté ecclésiale-là qui apporte des soutiens sous diverses formes constamment. Et puisque vous évoquez la question, demain même il doit être baptisé. Demain il doit être baptisé afin qu'il puisse renaître de nouveau et que vraiment sur le plan spirituel, sa maladie puisse trouver une solution d'abord sur le plan spirituel. D'où, sur le plan de la prière, nous n'oublions pas chaque fois de prier pour lui véritablement, afin que le Seigneur qui a toujours fait des merveilles pour des uns et des autres puisse vraiment faire un miracle. Pourquoi c'est en ce moment qu'il reçoit le baptême? C'est en ce moment qu'il reçoit le baptême, tout simplement parce que nous avions fait un rapprochement avec la période de Noël. Avec la période de Noël. Cette période qui est la période de la naissance de l'enfant Jésus. C'est d'où nous avions jugé nécessaire que ce moment qui est propice pour qu'il puisse recevoir ces sacrements.
Okay. Vous êtes l'ami depuis l'enfance de Thomas. Tout à fait. Vous savez comment est-ce qu'il a vécu et depuis que sa maladie a commencé, vous lui rendez visite pratiquement tous les jours. Tout à fait. Sauf quand vous êtes également préoccupé par vos études. Vous n'êtes pas là de temps en temps. Alors, merci d'être venu sur ce plateau parler un peu du cas de Thomas. À vous également, Elisabeth. Merci d'être venu aussi. Nous vous souhaitons bon retour à la maison et surtout continuer de soutenir Thomas qui est dans un état critique, on l'a dit également. Nous vous invitons à présent à vivre un peu le quotidien de Thomas. Comment est-ce qu'il vit? Dans quelles conditions il vit? Qu'est-ce qu'il mange? Et il est fréquenté par qui? C'est un moment important. Je vous invite à rester tranquille et à suivre religieusement ce qui va être fait dans ce reportage. C'est le quotidien, un reportage qui a été réalisé avec la caméra du chef opérateur Samuel Tchoufa, assisté de Dallas Tana. Une édition que vous aurez donc, un reportage que vous aurez à vivre également, qui vous permettra aussi de savoir quelle est la situation de la tuberculose au Cameroun et comment est-ce que quelqu'un qui souffre de cette maladie se comporte. Juste après, nous allons accueillir nos experts. C'est donc là le quotidien de Thomas. Thomas qui est malade. Il souffre de la tuberculose de par ses déclarations et notamment les voisins qui ont écouté son frère aîné qui lui a carrément tourné le dos. Il n'arrive plus à lui rendre visite. Il est abandonné à lui-même dans un environnement que vous avez vous-même vécu. Regardez dans ce reportage. Avec nous sur ce plateau pour essayer d'apporter quelques pistes de solutions et même des explications sur ce que c'est la tuberculose. Nous avons Dr Mafo Zonte Estelle Raïssa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin, spécialiste en maladies infectieuses et tropicales. Vous êtes en service à l'hôpital général de Douala. Tout à fait. Vous êtes une maman en même temps. Oui. C'est un enfant qui est malade. Qu'est-ce que ça vous fait? En général, que ce soit... Bonsoir déjà à tous les téléspectateurs. Merci de m'avoir associé à cette émission pour le cadre de la prise en charge de ce patient. Il faut dire que quel que soit un enfant ou un adulte qui est malade, ça interpelle toujours, surtout dans ce cas où le patient souffre depuis des mois sans avoir a priori été consulté. Ça veut dire que lui ne sait pas ce qu'il a, son entourage ne sait pas ce qu'il a, mais il ne va pas bien et son état de santé se dégrade de jour en jour. Donc pour un être humain, que ce soit une maman ou non, on est toujours sensible à ces personnes qui souffrent dans leur chair. Personne ne mérite de souffrir, personne ne mérite d'être malade. Donc être malade et ne pas savoir de quoi on souffre et donc de ne pas être pris en charge, c'est toujours un peu révoltant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous aurez le temps de nous expliquer davantage qu'est-ce qui peut causer en tout cas la tuberculose et comment est-ce qu'on peut être attaqué à tout moment. Docteur Yves Ako, bonsoir. Bonsoir Flavien. Vous êtes médecin généraliste, désormais le chef de centre médical d'arrondissement de Ndimoum. C'est dans le département du Noun. On devrait vous appeler désormais chef de centre, monsieur. En réalité, l'appellation qui correspond, c'est médecin-chef du centre médical d'arrondissement. On est déjà heureux et reconnaissant de cette reconnaissance, n'est-ce pas, de la part de la hiérarchie, qui, quelque part, non seulement peut-être reconnaît le travail qu'on a déjà fait jusqu'ici, mais nous met encore face à de nouveaux challenges, n'est-ce pas, pour que nous puissions, de notre modeste part, de notre modeste savoir, contribuer à l'amélioration de l'état de santé des populations de ce côté où est-ce qu'on nous envoie désormais officiers. Donc bonsoir à tout le monde. Et les questions de santé sont toujours quelque chose d'extrêmement crucial. Pas seulement parce qu'on est médecin, mais parce que la santé constitue déjà le socle du bien-être et également le socle du développement et du progrès. Alors, j'ai pas omis, je l'ai laissé exprès, vous êtes directeur des opérations à la Fondation Camerounaise du Cœur en même temps. Oui, Flavien, cela fait bientôt près d'une décennie que
que je suis membre de la Fondation camerounaise du cœur et que je conduis également les opérations de la Fondation camerounaise du cœur sur le terrain, toujours parce que les problèmes de santé sont larges et la Fondation, comme d'autres organisations, n'est-ce pas, intervient sur le terrain pour déjà attirer l'attention, sensibiliser sur l'existence des problèmes qui sont réels, qui sont graves, pour qu'on puisse en prendre conscience, surtout les populations, et de pouvoir mieux s'orienter et, n'est-ce pas, avoir l'attitude qu'il faut face aux problèmes qu'on peut avoir, au moins sur le plan cardiovasculaire et globalement pour tout ce qui est problème de santé. Merci. Merci également d'être venu sur ce plateau en face de vous, notre médecin, docteur Bikek. Bonsoir. Bonsoir Flavien. Vous êtes médecin généraliste également, mais vous êtes en service à l'hôpital Akinsini de Douala. Vous avez aussi une expérience avérée déjà, malgré votre jeune âge. Vous travaillez sur des questions de santé de façon dure, et j'allais dire durable. Oui, effectivement, je pense que c'est pas nouveau. Les questions de santé, c'est toujours un problème qui préoccupe tout le monde. Et je pense que pour le cas qui a été présenté, c'est une situation vraiment très préoccupante qui nous interpelle, qui interpelle la population et tout un grand monde. Vous savez, nous sommes tous des acteurs en matière de la promotion de la santé. Donc ce n'est pas seulement une histoire du personnel de santé, mais c'est également une histoire de tout le monde. Donc c'est tout un engrenage dans lequel chacun doit y apporter un peu sa touche. Alors, puisqu'on parle de tuberculose, on a appris tous que la tuberculose est un problème de santé publique. On ne devrait peut-être plus en parler puisqu'il y a la gratuité de la prise en charge de cette tuberculose. Mais il y a toujours des cas enregistrés. Qu'est-ce qui fait problème? Vous savez, la tuberculose, c'est un problème de santé. Ça fait partie des priorités de santé au Cameroun. Je pense d'ailleurs que ça restera toujours un problème de priorité de santé au Cameroun parce que la difficulté que la tuberculose pose généralement, c'est son mode de transmission. C'est son mode de transmission qui est un élément très très déplorable à l'éradication ou voire même à l'élimination de la tuberculose. Parce qu'il suffit de respirer, il suffit de rire, de parler pour pouvoir contaminer l'entourage. Donc c'est ça le véritable souci que le programme national de la lutte contre la tuberculose a aujourd'hui. Et je pense quand même qu'il y a des efforts qui sont consentis dans ce sens pour pouvoir vraiment combattre ces fléaux. Mais je pense que hautement, pour vraiment parler, on a vraiment du pain sur la planche parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, le nombre de diagnostics de cas de tuberculose, l'incidence de la tuberculose ne fait qu'augmenter. Ça c'est pour des cas qui sont déclarés parce qu'il y a certains, peut-être comme le cas dont vous présentez, il y a beaucoup de malades, beaucoup de personnes qui vivent dans la communauté avec la tuberculose, mais de manière méconnue. Mais ce qu'il faut savoir au niveau sanitaire, c'est que l'incidence de la tuberculose est vraiment exponentielle. Docteur Ako, c'est vrai que je vous rappelle que nous sommes restés avec le meilleur ami de Thomas qui est malade et qui nous donnera de temps en temps d'autres informations si jamais vous en avez besoin. Alors, on sait quand même qu'il y a une lutte qui a été engagée contre la tuberculose. On peut commencer par expliquer aux téléspectateurs ce que c'est avant. Oui, je pense que depuis nous parlons de la tuberculose. Mais avant de revenir un peu à la question, il faut quand même rappeler que la tuberculose en 2018 a tué 1,5 million de personnes dans le monde. Il y a 10 millions de personnes qui ont été atteintes de tuberculose en 2018 et 87% de ces personnes étaient dans les pays sous-développés, notamment en Afrique subsaharienne, l'Afrique noire et en Asie. Et c'est un véritable problème par son mode de contamination, justement. Et je dois quand même dire que depuis on parle de tuberculose, mais je crois que dans l'histoire de notre ami, qui est d'ailleurs très triste, que nous venons d'écouter, on n'a à aucun moment eu une certitude diagnostique où on peut affirmer de façon certaine qu'effectivement il souffre de tuberculose. Là, nous sommes dans la suspicion par rapport à ce que les gens pensent, par rapport à ce qu'on imagine, par les signes qu'ils dégagent. Maintenant, la tuberculose, c'est quoi?
C'est une maladie infectieuse, bactérienne, qui se transmet par contamination aérienne. Ça veut dire que les bactéries sont rejetées dans l'air et je me contamine en respirant ces bactéries dont le site de prédilection, n'est-ce pas, ce sont les poumons. Le mécanisme de cette maladie, c'est quoi? Nous avons tous des bactéries de poumons, de la tuberculose dans notre corps, qu'on appelle le Mycobacterium tuberculosis, qui va rester latent. Ça veut dire que dans des conditions de bonne santé, l'organisme va encercler et embrigader complètement ces bactéries-là qui ne sont pas mortes, mais qui sont rendues inactives. Une fois qu'on se retrouve dans un contexte où les défenses de l'organisme baissent, ces bactéries justement sortent de leur cloisonnement parce que les défenses ont baissé, se multiplient. La première étape, c'est rendre d'abord la personne qui est porteuse malade. Alors, qu'est-ce qui peut baisser l'immunité de ces personnes-là? On en a plusieurs. La plupart des personnes aujourd'hui qui développent la tuberculose sont atteintes d'une maladie qui est socialement connue, le VIH-Sida, qui va drastiquement baisser les défenses de l'organisme et permettre donc l'expression du Mycobacterium tuberculosis. Une fois que cela est fait, les premiers symptômes généralement sont pulmonaires. On a la toux, comme on a constaté avec notre ami qu'on vient de voir. Thomas. On a l'amaigrissement. On a justement à un niveau avancé du sang qui se retrouve dans les crachats qu'on produit lors de la toux. Et ça, on appelle ça de l'hémoptysie. Alors c'est un signe d'alarme. Ça veut dire que quand on voit ça, je pense qu'il faut absolument orienter la personne vers le service de pneumologie. Le poumon, c'est le signe de prédilection, mais la tuberculose peut toucher quasiment toutes les parties du corps, jusqu'aux os. D'accord. Vous allez nous développer tout ça tout à l'heure, le temps de comprendre un peu ce que c'est avec la spécialiste en maladies infectieuses. On a parlé des bactéries, on a parlé des virus. En même temps, on comprend que tout ça rentre dans votre spécialité. Alors, quelqu'un qui tousse, comme Thomas, et qui a dans ses crachats du sang, et qui maigrit, tout de suite, on peut penser que c'est la tuberculose ou alors on peut penser à autre chose? Disons que en matière de santé ou de médecine, il y a plusieurs, les symptômes en fait sont communs à certaines pathologies. Donc on ne peut pas d'emblée dire une personne qui tousse et qui maigrit égale tuberculose. C'est vrai qu'avec l'hémoptysie qu'il présente, donc l'émission de crachat avec du sang, c'est un signe quand même généralement pathognomonique de la tuberculose en milieu endémique. Parce que là, nous sommes en milieu endémique de tuberculose. Donc, mais on ne peut pas dire tout crachat hématoïque, amaigrissement égale tuberculose. Il faut éliminer la tuberculose, mais on pourrait avoir également d'autres pathologies qui, étant donné par exemple son stade avancé comment on va dire, d'altération de l'état général, il pourrait avoir la tuberculose, il pourrait avoir un lymphome, il pourrait avoir un cancer, ça, je ne dis pas c'est ça, mais en fait il faut toujours éliminer totalement toutes les autres maladies ou alors à maladie infectieuse, retrouver le germe. Parce alors, lors des campagnes de sensibilisation, en tout cas, on a souvent entendu des médecins dire si vous avez une toux prolongée 2 semaines, associée à une fièvre et autres, il faut déjà soupçonner la tuberculose. Oui, une toux sèche. Il faut soupçonner la tuberculose, entre autres. En fait, la crainte en disant il faut soupçonner la tuberculose, c'est que c'est une maladie très contagieuse. Donc, on veut absolument l'éliminer pour éviter justement la propagation et donc la contamination de l'entourage. Mais on pourrait avoir une pneumonie à Klebsiella, à chlamydia, mais sans avoir en mycoplasme, mais sans que ce soit la tuberculose, et alors qu'on présente les mêmes symptômes. Donc, une toux et un amaigrissement. Donc, le fait que nous soyons en milieu endémique, on tient absolument à éliminer la tuberculose parce que
pour un patient tuberculeux, dans son entourage, il va contaminer la maisonnée, il peut contaminer le voisinage, contaminer ceux qu'il va rencontrer dans un taxi, bref, contaminer plus d'une dizaine de personnes, juste pour partie d'un cas. C'est pour ça qu'on tient à ce qu'un patient qui fait une toux de plus de 2 semaines, 3 semaines, avec une fièvre et un amaigrissement, qu'il se rende rapidement dans un centre de santé. Les centres de santé aujourd'hui sont aguerris, pratiquement tous les centres de santé sont aguerris pour éliminer ou ne serait-ce que orienter le patient vers le service adéquat. Donc si dès le départ, quand il a commencé les symptômes, il se rendait ne serait-ce que au centre dispensaire ou au centre médical d'arrondissement de sa circonscription, sûrement on l'aurait orienté vers un centre où il aurait fait, il y a des examens qui sont faits et il y a même des examens qui sont faits gratuitement, subventionnés par l'État avec l'appui du programme national de lutte contre la tuberculose. D'accord. Mais on va en parler tout à l'heure, parlant de cette gratuité de la prise en charge de la tuberculose. Mais docteur Bikek, on comprend alors simplement qu'il y a la tuberculose à tous les niveaux. Vous avez suivi dans le reportage, on a commencé par une couche de poussière, et dans cette couche de poussière, on peut tout avoir. Oui, bien sûr, on peut tout avoir. L'histoire de la tuberculose ou l'histoire de la contamination par le germe de la tuberculose, c'est quelqu'un qui tousse ou qui rit ou qui parle et qui émet dans l'air ce qu'on appelle des gouttelettes. Ce sont des gouttelettes qui, au fur et à mesure qu'elles passent du temps dans l'air, vont s'assécher. Et quand elles s'assèchent, donc, il y a des particules qui restent donc en suspension dans l'air, donc qui sont chargées de germes de la tuberculose. Et c'est en ce moment, c'est plus facile de pouvoir se faire contaminer. Mais je vais revenir un peu sur le thème de la soirée de manière générale. Vous savez, penser le fait que le malade a la tuberculose, c'est une mesure de santé publique. Je reviens là-dessus parce qu'en réalité, quand on est devant un malade, il faut toujours tenir compte de la particularité. C'est une mesure de santé publique parce que en réalité, c'est une maladie ravageuse et il va falloir toujours penser à elle pour pouvoir éliminer le nombre de cas possibles. Mais pour le cas d'espèce de notre malade que nous avons présenté, qui présente un amaigrissement depuis plusieurs mois, qui fait une hémoptysie, qui fait... Bien sûr, pour cette mesure de santé publique, il faut éliminer la tuberculose, mais il ne faut pas, comme la consoeur disait tout à l'heure, exclure les autres maladies qui pourraient être plus graves que la tuberculose. Parce que c'est surtout ça. Parce que penser à un bon diagnostic, c'est également penser à une répercussion sur le plan thérapeutique. La tuberculose, c'est 6 mois de traitement. Maintenant, si on dit que ce n'est pas la tuberculose, qu'est-ce qui va se passer après? Et pour ce qui est du cas du malade, déjà, je pense qu'il va falloir qu'il fasse des examens parce que il est très possible que ce ne soit pas la tuberculose. Il est très possible. Et c'est un avis d'expert dont je suis en train de parler là. Il est très possible que ce n'est pas la tuberculose qu'il est en train de faire. Mais je ne vais pas aller très vite en besogne. Il est important que ce monsieur se rapproche d'un service de soins pour qu'on puisse vraiment mettre la main sur ce dont il souffre. Vous êtes, je l'ai dit, vous êtes médecin généraliste et c'est par vous que tout commence. Lorsqu'un patient arrive à l'hôpital, avant les examens, il y a quand même des signes qui vous permettent en tout cas de savoir vers qui orienter le patient, vers quel spécialiste. Lui, par exemple, s'il arrivait à son état, vous l'enverrez chez qui, par exemple? Chez quel spécialiste? Bien sûr que on a bien écouté la symptomatologie du malade. Dans les mesures de campagne, dans les campagnes de sensibilisation, ce que nous essayons de dire souvent à la population, c'est qu'un malade qui tousse depuis au moins 2 semaines et qui a ce qu'on appelle les signes d'imprégnation tuberculeuse. Ça, c'est les signes d'imprégnation tuberculeuse, ça c'est dans la logique d'exclure la tuberculose. Donc ces signes d'imprégnation tuberculose, c'est l'asthénie, c'est-à-dire la fatigue, la perte de poids, la transpiration et la fièvre.
Ça, c'est généralement le message que nous passons dans la communauté pour que ce soit facilement décelable. Maintenant, pour poser le véritable diagnostic, il faudrait que vous orientez le malade vers un service de soins. Pour le cas de notre patient, il doit rencontrer en premier un pneumologue, un spécialiste de maladies respiratoires. Mais quand nous l'avons écouté parler également, nous sommes rendus compte qu'il y avait une sorte de modification vocale, modification de la voix. Ceci dit, pour une prise en charge globale, pluridisciplinaire, il faudrait qu'il passe également par un spécialiste des cordes vocales, autant pour moi, un ORL, pour qu'on puisse également essayer de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de ces cordes vocales. Parce que, rassurez-vous, ça peut être le même problème qui s'étend. Et dans son cas d'espèce, ça pourrait être ça. C'est-à-dire que ce qui se passe au niveau du poumon, le fait qu'il tousse du sang et tout, est en train d'avoir des répercussions au niveau de la gorge et qui modifie sa voix. Donc je pense que pour tout couronner, le pneumologue suffirait pour poser le diagnostic de ce malade. Mais bon, pour une prise en charge globale, ce ne serait pas mauvais de finir au regard de la dysphonie, c'est-à-dire la modification de la voix que le patient présente, de l'orienter vers un ORL pour qu'il essaie également de faire le point. Docteur Arco, vous aviez commencé par nous dire un peu qu'il y a plusieurs types de tuberculose et que la tuberculose peut toucher pratiquement toutes les parties du corps. Tout à fait. Il s'agissait de quoi, finalement? Alors, comme je le disais, la tuberculose est une maladie ubiquitaire. Ça veut dire que cela peut affecter toutes les parties de l'organisme. C'est-à-dire que même au niveau de la peau, on peut développer une tuberculose cutanée. On a des tuberculoses abdominales, on a des tuberculoses osseuses, qui sont même d'ailleurs répandues, mais qui restent encore des formes sous-diagnostiquées. Il faudrait être quand même avisé sur la question pour ne pas passer bien souvent à côté de ces autres signes-là. Mais rappelons quand même que la forme pulmonaire reste la forme la plus répandue. Et donc, quand je regarde son cas, ça rappelle un problème existentiel et grave qui ne concerne pas que la tuberculose. Mais la dangerosité ou la particularité qui fait la dangerosité de sa situation, c'est que si effectivement c'est une tuberculose, c'est grave. Ça fait 2 ans qu'il a ce problème, j'ai entendu dire. Bon, un peu plus. Plus. Près d'un an quand même. Bon, supposons que cela fasse peut-être cela dure depuis 6 mois, que c'est très actif. C'est une maladie, ça veut dire que le phénomène bactérien est très très actif dans son corps et étant une maladie à contamination aérienne, vous imaginez bien que dans ce quartier, il y a les enfants, il y a les femmes enceintes qui sont des personnes à situation particulière. Il y a toutes ces choses-là qui exposent littéralement toutes les personnes qui sont tout autour, particulièrement les personnes fragiles, comme les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes. Passons maintenant et revenons pour moi dans ce que j'ai dit, que cela constitue un véritable problème sociétal grave. Vous avez quelqu'un qui est malade depuis plusieurs mois et visiblement, dans tout le reportage que j'ai entendu à aucun moment qu'il est allé à l'hôpital. Je suis très marqué par la solidarité qui s'est manifestée spontanément auprès de lui, qui je doute que sans elle, honnêtement, peut-être qu'on ne parlerait plus de lui, qu'on n'aurait même pas eu l'occasion de faire un reportage parce qu'il serait décédé. Mais vous voyez à quel point les gens ont de la volonté d'agir. Mais jusqu'ici, il ne serait peut-être pas venu à l'idée de quelqu'un de dire « ramenons-le juste au centre de santé le plus proche ». C'est-à-dire que ça, c'est le premier réflexe qui va en réalité éviter d'arriver au pire, de canaliser les énergies qui proviennent de cette solidarité-là et de faire en sorte que chaque geste qu'on pose impacte sérieusement ou de façon vraiment positive son état de santé. Vous imaginez bien que la dame qui est passée, dont je félicite encore vraiment l'enthousiasme et l'implication, achète des boîtes de lait. Ça, c'est de l'argent. Lui fabrique des remèdes pour le sang. Ça, c'est de l'argent. Là, on sait que si c'est une tuberculose, tant qu'il n'est pas sous traitement spécifique de la tuberculose, rien n'y fera. Que ce soit une infection pulmonaire à d'autres choses, rien n'y fera. Mais seulement l'examen, par exemple, du crachat. Je suis
heureux de dire que ça coûte moins que le prix de certaines bières au bar. Ça coûte peut-être 2 fois moins que le prix d'une boîte de lait. Une radiographie du poumon, par exemple, banalement, coûte moins de 10 000 francs dans la plupart des hôpitaux, même dans les hôpitaux généraux du Cameroun. Donc, vous imaginez bien qu'on aurait orienté cette énergie, qu'on aurait visiblement bien avancé. Ça montre la conception que les gens ont sur les questions de santé. Vous demanderez, c'est valide pour beaucoup d'autres cas, notamment les plaies chroniques et d'autres maladies infectieuses que les gens ont et qui n'ont pas des signes aussi alarmants, par exemple, que la tuberculose. Vous demanderez à une maman, lorsque votre enfant atteint l'âge scolaire, qu'est-ce que vous faites de cet enfant? On l'inscrit à l'école. Quand vous avez besoin d'acheter des tomates ou des légumes ou des vivres, où est-ce que vous vous orientez? Au marché. Quand vous avez besoin de mettre de la tuyauterie dans votre maison, quand vous avez des problèmes d'électricité, vous contactez qui? Mais l'électricien. Mais posez-le la question, pourquoi quand vous êtes malade, vous restez à la maison, vous jouez vous-même le médecin, vous faites le médecin, vous faites le savant, vous faites l'infirmier et l'aide-soignant et même le laborantin, tout cela en un. Ça pose justement ce problème de retard pour les chanceux qui parviennent même à arriver encore à l'hôpital, parce que la plupart des personnes mourront dans l'anonymat complet. Étant une société extrêmement croyante, on va justement arriver à des déductions qui vont aller dans tous les sens. Et pourtant, Dieu seul sait que même l'État, malgré l'insuffisance des moyens qui sont à sa disposition, fait quand même ce qu'il faut pour que les gens puissent être pris en charge. Donc, il est question ici que les gens développent en eux le réflexe d'aller dans les centres de santé pour tout type de problème de santé qui se présentent. Les avantages sont multiples pour une consultation précoce. Est-ce que ce n'est pas parce que on parle également de mauvais accueil aussi qui freine l'élan de certains? Ils estiment que lorsqu'ils arrivent, ils sont peut-être mal orientés ou mal accueillis. Les infirmières qui sont un peu sévères, ça fait souvent problème. Docteur Biquet, vous êtes dans un hôpital, vous travaillez pour un hôpital public. On a souvent évoqué le cas. Non, déjà Il est normal que lorsqu'on est malade, qu'on se rende dans une formation sanitaire. Maintenant, les circonstances, on a souvent critiqué la façon. Non, je remets particulièrement en question l'attitude de certains malades qui viennent à l'hôpital parce que on a toujours cette hantise de vouloir être reçu plus rapidement parce qu'on a des choses à faire. Parfois, on peut venir à l'hôpital, on a trouvé des gens, on a trouvé une file d'attente, mais il faut absolument qu'on me reçoive une fois que je suis arrivé. Non, il faut souvent relativiser. Maintenant, pour revenir à ce que docteur Ako disait tout à l'heure, pour ce qui est de notre cas d'espèce de ce soir, je pense que le simple fait de voir le malade tousser a aussi été un élément qui a peut-être constitué une sorte de peur pour ceux-là qui l'entourent, de lui dire voilà, allons à l'hôpital parce qu'on ne veut pas se rapprocher de lui, parce que prendre une décision pareille, c'est être vraiment un véritable soutien, l'amener en consultation, suivre, faire un bon suivi chez ça le malade. Ça nécessite des moyens. Non seulement ça nécessite des moyens, mais on est en face d'un malade qui tousse, qui pour la population est un potentiel contagieux. Donc, je pense que les gens prennent des mesures, ils se protègent, donc ils toussent. Je suppose que s'ils présentaient un autre problème de santé, je crois qu'avec toute l'assistance qu'il a reçue, quelqu'un se serait déjà pointé pour dire allons à l'hôpital. Mais puisqu'ils toussent, et dans l'imagerie populaire, on pense que tout malade qui tousse est un malade tuberculeux. Mais il faut enlever, il faut bannir cette idée. Parce que quand on tousse, ça peut être n'importe quoi. Même quand tu es asthmatique, tu tousses. Si vous avez un corps étranger, vous toussez. Donc je pense que c'est le véritable problème qui fait en sorte que tout le monde tourne autour du pot. On vient, on lui donne de l'eau à boire, on lui donne à manger, mais on ne l'amène pas à l'hôpital. Parce que pour l'amener un malade à l'hôpital, il faut le tenir par la main. Il faut l'accompagner. Il faut vraiment suivre à la lettre tout ce qu'on lui dira. Et faire tout ceci, c'est être vraiment en contact étroit avec le malade. C'est des engagements aussi. Surtout que c'est un enfant, c'est un orphelin. Il n'a presque personne. Nous sommes encore avec Marie Faustin, qui est son ami quotidien et qui lui rend visite de temps à autre. Mais seulement l'autre question que je posais, en tout cas à Dr Mafo,
c'est quel est le degré de risque pour ceux qui tournent autour de Thomas, qui lui apportent à manger, qui lui apportent de l'eau, qui parlent avec lui, si réellement c'était la tuberculose. Comme le confrère l'a dit tout à l'heure, la tuberculose est une maladie pulmonaire. La tuberculose pulmonaire est une maladie contagieuse. Si dans les expectorations du malade, donc dans les crachats, il y a le germe. Parce qu'il existe des tuberculoses pulmonaires où les crachats sont... Enfin, l'examen des crachats est négatif. À ce moment-là, le malade, il a peut-être cette tuberculose pulmonaire, mais il n'est pas contagieux. Mais dans la plupart des cas, la tuberculose pulmonaire est contagieuse, c'est-à-dire que les crachats prélevés à l'examen direct au laboratoire reviennent positifs. Dans ce cas, le germe est présent dans ces crachats et donc le malade peut facilement contaminer son entourage. Dans ce cas d'espèce, on ne peut pas dire forcément que l'entourage pourrait être contaminé parce qu'on ne sait même déjà pas ce que le malade a. Donc, il faut déjà pouvoir poser le véritable diagnostic. Est-ce que c'est une tuberculose? Si ça l'est, est-ce que c'est une tuberculose pulmonaire? Si ça l'est, est-ce que les crachats sont positifs? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut retrouver le germe dans ces crachats? Auquel cas, oui, l'entourage est à risque d'être contaminé. Donc, maintenant, l'entourage contaminé, tout dépend également du degré de proximité. Ensuite, comment on va dire ça, pas la prédisposition, de l'état, comme l'a dit le docteur, de l'immunité de l'entourage également. Et même de l'inoculat. Donc, quand lui, il crache, quelle quantité de germes sortent dans ces crachats. Et donc, dans ce sens-là, l'hygiène d'un malade contagieux ou d'un malade tuberculeux contagieux est très important parce qu'il faut absolument désinfecter tout le temps les locaux. Il faut absolument aérer les locaux dans lesquels il est. Il faut absolument qu'il crache, par exemple, dans une boîte, qu'on lui prenne une boîte dans laquelle lui-même, il mettra de l'eau de Javel, il crache là-dedans et après, lorsqu'il va verser, qu'il verse dans les WC et qu'il chasse et qu'il désinfecte les WC. Ça, c'est la personne même qui est contagieuse devrait le faire pour éviter que d'autres personnes viennent être en contact avec ces crachats. Pour le cas de Thomas que vous avez regardé en même temps dans le reportage, l'environnement même, c'est déjà un problème parce que c'est dans une maison pratiquement en état de délabrement avancé. Il y a des trous à tous les niveaux, il y a de l'air qui passe, en fait, il est exposé carrément. Donc, tel que vous ça favorise en même temps l'aggravation de la maladie. Oui, justement, cette exposition aux intempéries, et il est pas bien, l'hygiène n'est pas bien faite, lui-même n'est pas dans de bonnes conditions, donc forcément, s'il est malade, ça aggraverait. Tout malade a besoin qu'on prenne soin de lui, qu'il soit dans un certain confort, que ce soit environnemental ou psychologique, même pour mieux se sentir. Parce que même si on lui donne des médicaments et qu'il continue de vivre dans une certaine précarité ou dans un certain environnement, comment on va dire, avec promiscuité, psychologiquement, l'évolution ne sera pas toujours ce qu'on attend. Donc, pour le bien-être et à la fois sur sa santé et à la fois sur son moral, son psychique et tout son environnement. Donc, c'est tout cela qui va former le bien-être de la personne. Ça veut dire qu'on devrait agir non seulement sur son état de santé, sur son environnement, sur sa psychologie, sur son alimentation. Bref, c'est tout un paquet qui fait que la personne puisse se sentir mieux. Oui. Marie Faustin est toujours avec nous, lui qui côtoie Thomas au quotidien. Est-ce qu'il a tout ce que le docteur Mafo essaie d'expliquer, c'est-à-dire une boîte dans laquelle il jette des crachats? Ou alors c'est à même le sol qu'il le fait?
comment il se comporte au quotidien? Oui, les éléments que le docteur venait d'évoquer n'existent pas, puisque vous savez déjà le domicile dans lequel il se trouve, c'est vraiment un endroit vraiment d'où l'immondice règne. Il fait ses crachats à même le sol. Et si vous me demandez où est-ce qu'il fait les selles, je ne peux pas vous dire réellement où est-ce qu'il fait les selles. Puisque où il se trouve réellement, il n'y en a pas de WC. Il n'y en a pas. D'où il fait ses crachats à même le sol, il fait ses crachats à même le sol. Et voilà un peu dans quelle situation cela se trouve. Sinon, l'idée de trouver par exemple une boîte dans laquelle il pourra nécessairement faire ses crachats, mais pas venu, sauf que il doit faire ses crachats et puis ça doit aller où? Il doit les reverser à même le sol. Ou que fera-t-il? Dans la mesure où il ne parvient même pas déjà lui-même, il n'a pas déjà une mobilité vraiment efficace, il ne parvient pas à faire des gestes de part et d'autre. Docteur Ako, ça reste un véritable problème à ce niveau, puisque les éléments évoqués par le docteur Mafo ne sont pas visibles dans l'entourage même de Thomas aujourd'hui. Même si jusqu'ici on n'a pas encore la certitude que c'est la tuberculose, mais les signes quand même peuvent vous démontrer qu'on tend vers. Oui, c'est vrai que la symptomatologie qu'il présente pour tout professionnel de santé, quel que soit le niveau, oriente de façon quasi inéluctable vers la tuberculose. C'est-à-dire la première pensée qui vient à l'esprit, c'est de la tuberculose. Et justement, dans les mesures de prise en charge, le système de boîtes stérilisées et tout, c'est un système qu'on utilise justement pour éviter la continuité de la contamination. D'autre part, vous regardez, la promiscuité peut créer tellement d'autres problèmes face auxquels la tuberculose même peut être quelque chose d'assez léger. Et la promiscuité même fait partie d'un facteur de risque de la tuberculose. C'est pour ça que le milieu carcéral, c'est l'un des milieux de prédilection de la tuberculose. Il y a une telle promiscuité, les gens sont tellement serrés, le niveau d'hygiène est tellement déplorable que voilà, les gens se retrouvent justement contaminés comme ça de fait. Mais ce cas, non seulement il y a la notion, on souligne qu'il n'a même pas de toilette. On a regardé, il n'a même pas de lit, il n'a pas de matelas. Je ne sais même pas si c'est vraiment une maison qu'on peut décrire. Si on dirait, je ne sais pas, mais ce n'est même pas une maison correcte. C'est-à-dire que ce cas rappelle des choses à plusieurs titres. C'est ce qu'on appelle un véritable cas social. C'est un orphelin, c'est-à-dire que sur le plan social et même de la responsabilité parentale déjà, il devrait, depuis son jeune âge, être pris en charge par les services sociaux. Donc c'est un véritable cas social global qui interpelle justement chacun de nous à son titre et qui traduit encore le niveau justement de connaissance du geste utile à poser par la population. Je salue encore une fois de plus la solidarité agissante de la maman qui prend, parce qu'en réalité c'est sa maman qui prend soin de lui depuis toutes ces années. L'information aurait été par exemple serait arrivée à son niveau qu'elle aurait compris depuis très longtemps que ce cas devrait être porté à la connaissance du service social. Il y a un ministère carrément dédié au Cameroun et justement, parfois ils se tournent des pouces parce que les cas ne sont pas rapportés à leur niveau. Ça devrait être rapporté à leur niveau. Si les gens avaient la connaissance que ce genre de cas peut être adressé à leur niveau. Ça, c'est la première des choses. Et comme je le disais, s'il avait été ne serait-ce qu'une ou deux fois ramené dans un centre de santé, même de l'hôpital, il y a un département chargé justement de la prise en charge des cas sociaux. Ça veut dire que même déjà de l'hôpital, on aurait appelé les services sociaux qui auraient établi de fait son caractère d'indigence, la nécessité de sa prise en charge sociale, qui aurait fait en sorte que les soins lui soient administrés. Donc, je reviens encore, je ressors un peu de ce cadre purement clinique pour dire qu'il y a tellement de barrières qui nous empêchent même d'arriver à ce niveau clinique-là. Parce que le patient est cloîtré au quartier, même pas dans un centre de santé. C'est pas comme s'il était dans un centre en incapacité de lui donner les soins appropriés. Il est à la maison. Donc rien que son indigence doit être portée à la connaissance des services sociaux. Parce qu'il y a un système intégré qui doit
qui doit normalement s'appliquer à son cas. Il est clair que n'ayant personne autour de lui, il sera dans l'impossibilité de lui-même de payer ses soins. Et notant même déjà que le traitement de la tuberculose est gratuit au Cameroun, et ça depuis plusieurs années, il faut néanmoins effectuer quelques examens de base pour pouvoir faire le contour, déjà pour poser son diagnostic. Et une fois le diagnostic posé, il faudrait non seulement lui donner un traitement, mais créer un environnement propice pour vraiment un cadre idoine qui lui permettra non seulement de suivre correctement ses soins, mais d'évoluer comme il se doit, d'être déjà alimenté de façon correcte. Parce que la tuberculose a cette particularité que l'alimentation constitue également un pan essentiel pour la guérison. Vous voyez qu'il a une fonte musculaire impressionnante, il a une immunité au plus bas, et l'organisme, pour se reconstituer, n'aura seulement pas besoin des médicaments. Le médicament devra combattre la bactérie, mais le médicament ne lui redonnera pas l'énergie nécessaire pour commencer à lui-même effectuer les actes au quotidien. Il a besoin de bien s'alimenter. Donc c'est vraiment un cas qui intègre plusieurs services à la fois, mais je réitère encore, c'est-à-dire l'idée qui devrait habiter la société, qui devrait habiter chacun de nous, justement de pouvoir au minimum donner la bonne orientation ou aller à l'hôpital lorsqu'on a un problème de santé. Oui. Dr Biquet, qu'on a également écouté dans le témoignage tout à l'heure de Marie Faustin, qui connaît bien son ami, qu'il a quand même fumé à l'époque. C'est vrai, peut-être c'était pour la blague. Est-ce que ça pouvait être en ce moment-là que la maladie serait passée? C'est une hypothèse, une possibilité ou pas? Ça reste une hypothèse. La tuberculose, c'est une hypothèse. Les autres diagnostics restent également une hypothèse. Mais pour ce qui est de la cigarette, il faut quand même qu'on ait un certain degré d'exposition pour que ceci en constitue un facteur de risque de cancer, par exemple. Donc, maintenant, il y a un autre fait, c'est que si vous avez même un degré d'exposition qui est très faible, mais que dedans, vous avez, à côté de ça, vous avez des prédispositions génétiques à développer, par exemple, certaines maladies comme des cancers. Je vais dire que ceci, normalement, pour que la cigarette constitue un facteur de risque, il faudrait que vous soyez au moins à 40 paquets l'année. Maintenant, si vous fumez moins, mais que vous avez des prédispositions génétiques, je dirais familiales à développer, vous comprenez tout de suite que il va vous falloir peut-être fumer juste 5 paquets l'année pour développer la maladie. Ça, c'est possible. Et dans son cas d'espèce, le fait qu'il a déjà été exposé à la cigarette permet de prendre vraiment cet élément en compte dans la discussion de qu'est-ce qu'il a vraiment comme problème de santé. Là, c'est vraiment très important. Et il ne faut pas... c'est un élément qu'il ne faudrait vraiment pas négliger, son exposition à la cigarette, parce que moi, jusqu'ici, avec l'histoire de la maladie, un enfant qui tousse, c'est depuis pratiquement, je ne sais pas, presque un an, et qui maigrit, qui n'a pas d'assistance et tout ça, je pense qu'il va falloir vraiment également checker au niveau de l'exposition à la cigarette. Donc c'est vraiment très important. Et à côté de ça, il n'y a pas que la tuberculose. Il y a tout un autre volet de maladies qui sont associées à l'exposition au tabac. Il y a des cancers, il y a ce qu'on appelle des maladies obstructives du poumon. Il y a tellement de choses qui pourraient expliquer sa dénutrition, dans le fait qu'il ne mange pas, le fait qu'il tousse, le fait qu'il est vraiment dans un état piteux. Donc je pense que en réalité, il faut que ces malades soient orientés dans les services de soins appropriés afin qu'on puisse vraiment mettre la main sur le problème de santé qui le dérange jusqu'ici. Alors, docteur Akwa a évoqué la prise en charge gratuite que tout le monde semble connaître. Du moins, on a entendu parler. Est-ce que tout le monde est au courant et sait comment faire pour bénéficier de cette prise en charge, de cette gratuité, de toute façon, de la prise en charge? Je ne voudrais pas qu'on aille très vite en besogne. Là, nous sommes dans la logique de la tuberculose pour parler de gratuité.
gratuité de la prise en charge. Et même quand il s'agit, et même quand nous sommes dans le cas de la tuberculose, la gratuité n'est limitée que aux médicaments destinés à traiter la tuberculose. Il faudrait vraiment qu'on puisse, ça permet, c'est très important que je passe par cette plateforme pour pouvoir expliquer ça. Parce que dans le cas de la tuberculose, il y a des malades qui arrivent, ils voudraient une prise en charge globale et ça pose vraiment souvent un problème au niveau du service. Parce que la seule chose qui est gratuite, c'est les antituberculeux, c'est les médicaments qui sont dirigés contre la tuberculose. Ceci dit, vous pouvez faire votre tuberculose, vous n'avez pas de problème de vous faire hospitaliser, vous n'avez pas de raison qu'on vous hospitalise, on vous donne vos médicaments et puis voilà, vous rentrez à la maison parce que le service ne peut pas prendre 100, 200 malades pour hospitaliser parce que vous êtes potentiellement contagieux, mais les conditions sont telles qu'on ne peut pas garder 200 personnes à l'hôpital parce qu'il n'y a pas les moyens de les garder. Oui, mais avant de bénéficier des médicaments, il y a certains examens à faire. Bien sûr, il y a toujours des examens à faire, mais qui ne sont pas gratuits. Voilà. Donc, je répète encore, la gratuité des soins en matière de tuberculose n'est limitée qu'aux médicaments antituberculeux. Maintenant, je ne voudrais pas qu'on aille très vite en besoin dans la gratuité des soins parce que là, déjà, on ne sait pas de quoi le malade souffre. Donc, il peut arriver que à la fin de la recherche du diagnostic, lorsqu'on a posé le problème, la main sur le problème de santé, qu'on se rende compte que la prise en charge sera onéreuse du début à la fin. Là, il ne sera pas question de parler de gratuité en ce moment. Parce que dans le cas de la tuberculose, oui, il y a au moins les médicaments, mais si c'est autre chose, je vous assure, la prise en charge sera coûteuse du début à la fin. Oui, voilà. Docteur Ako, vous voulez... Je voudrais rappeler parce que globalement, ça pose toujours un problème d'information et de formation. Et justement. C'est-à-dire que la population à la base, parce que nous aussi nous sommes patients, nous sommes médecins, mais il arrive qu'on soit patient. On doit comprendre un peu en quelque sorte c'est quoi la logique médicale de la prise en charge d'une personne qui arrive à l'hôpital. Prenons le cas de notre ami qui est le sujet de notre discussion ce jour. S'il arrive à l'hôpital, la première étape pour tout le monde, c'est de remplir les conditions pour pouvoir obtenir son ticket de consultation et son carnet de consultation. Ça, c'est payant. C'est inscrit dans la loi du Cameroun, mais il faut noter que c'est également subventionné d'autre part pour être le coût le plus bas possible. On se consulte au prix d'une bière au Cameroun. Permettez-moi d'utiliser toujours cette comparaison. D'où je travaillais précédemment à l'hôpital régional annexe d'Ayos, la consultation coûte 600 francs, par exemple. Alors, une fois que vous êtes vu par un médecin, et c'est là où le premier biais commence. C'est-à-dire, les gens s'attendent à ce qu'une fois que le médecin l'a vu, que le médecin devine à l'immédiat tout ce qu'il a comme problème. Non, après la consultation médicale, il y a justement cette phase de passage aux examens. Parce que toutes les maladies ne sont pas d'emblée diagnosticables par le médecin de fait. Donc, il faut faire des examens pour permettre au médecin d'avoir un diagnostic précis de votre mal qui vous lui permettrait également de faire une prescription précise. Dans certaines conditions, justement, il peut avoir des subventions à des niveaux. Après, justement, les résultats des examens, cela permet au médecin de prescrire les médicaments ou de compléter sa prescription pour atteindre l'objectif global qui est de vous rétablir dans votre condition de bien-être. Il peut donc arriver que sur la longue chaîne de prise en charge, il y ait une gratuité à certains niveaux. Dans le cadre de la tuberculose, comme dans le cadre du VIH par exemple, la gratuité est connue et de fait au niveau du médicament qui soigne. Mais avant d'arriver à ce stade, c'est une question qui lâche la prise en charge ou la prise en charge des coûts de tout ce qui est fait et de la charge du patient. Est-ce que tout ça ne constitue pas un frein justement à motiver les uns les autres à aller à ces milieux ou à cet endroit où on parle de la gratuité? Puisqu'on dit la prise en charge de la tuberculose est gratuite au Cameroun. On le dit comme ça, mais vous spécifiez au moins. Je pense que les gens captent mal le message. On dit que le traitement de la tuberculose est gratuit. Et même les mesures pour poser le diagnostic, combien ça coûte? Dans mon hôpital où j'exerçais avant, à l'hôpital régional annexe d'Ayos, parce que je le connais très bien, avec moins de 10 000 francs, vous avez et la consultation, et les bilans qu'il faut,
en tout cas les bilans stricts indiqués dans la tuberculose au minimum pour poser votre diagnostic. Après, vous êtes sous un régime, il faut le préciser que le traitement minimal de la tuberculose, c'est 6 mois. C'est-à-dire que vous avez 6 mois de traitement journalier offert gratuitement. Donc, ça, c'est pas rien. Si on devait facturer seulement à 300 francs la prise de médicaments quotidienne, multiplié par 6 mois, et vous verrez un peu ce que ça coûte. On peut avoir l'impression que c'est rien, mais ça ne représente ce que vous dépensez en aval avant ce traitement ne représente rien sur le coût réel du traitement que vous prenez. Alors. Et maintenant, il faut dire que de ce côté, il y a la question de compréhension du patient et même parfois aussi de la compréhension du personnel. Quand le personnel n'a pas très bien compris quel est son rôle et ce qu'il doit faire, ça peut constituer un frein. D'accord. Alors, docteur Mafo, ça pose justement le problème de communication. Il n'y a pas une communication assidue à ce niveau-là, ce qui permettrait d'avoir des malentendus, comme ou que relève docteur Ako à ce niveau. Disons, à mon avis, je pense qu'il y a une réelle communication qui se fait au quotidien. À travers les médias, il y a des affiches dans toute la ville. Lors, par exemple, des journées de lutte contre la tuberculose, je pense que le programme national fait des rappels, fait des entretiens, des causeries, même dans les hôpitaux. Au niveau des services de pneumologie ou de prise en charge, les bureaux. Et lorsque la semaine est passée, on ne parle plus? Non, non. Là, je parle de façon générale dans les hôpitaux, au niveau des services de pneumologie ou au niveau des bureaux de correspondance du programme national de lutte contre la tuberculose. Ils organisent souvent des causeries éducatives et même lorsque le malade vient ou avec ses accompagnants pour prendre ses médicaments, il y a toujours un counseling qui est fait. Il y a toujours une éducation qui est faite non seulement pour le malade, mais pour son entourage. Je pense que le problème majeur se situe dans la compréhension du message ou des différents messages qui sont passés, notamment les messages au niveau des médias. Parce que quand on veut véhiculer le message, on fait une bombe, oui, c'est gratuit, tout est gratuit. Il faut aller à l'hôpital. Dès que vous êtes diagnostiqué, on va vous soigner. Mais quand vous êtes diagnostiqué, comment est-ce que vous êtes diagnostiqué? Il faut déjà qu'on pose ce diagnostic pour vous soigner. Et c'est ce qui se passe, que ce soit pour la tuberculose, que ce soit pour le VIH, et même pour certaines, pour le paludisme, pour les enfants de moins de 5 ans, qui sont pris en charge gratuitement ou à moindre coût dans les hôpitaux. Mais il faut déjà que les tests soient faits et que le diagnostic soit posé pour que cette prise en charge soit faite, que ce traitement gratuit soit donné. Docteur Biquet, vous voulez ajouter quelque chose? Alors, juste pour comprendre, le thème de ce soir, vous l'avez certainement lu, éradication de la tuberculose. Qu'est-ce qui coince? Je l'ai dit en début d'émission, ce qui coince, c'est le mode de transmission, parce que lorsqu'on regarde tous les efforts qui sont consentis dans la lutte contre la tuberculose, on se rend compte que, et au regard aussi de l'ascension et de l'augmentation de l'incidence de la tuberculose, parce que les chiffres sont très parlants, vous comprenez tout ce qu'il y a un problème de contrôle de cette maladie qui est régi par le mode de transmission de la maladie. C'est vraiment un problème. Et puis, il faudrait également que, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous constituons une zone d'endémicité, parce que nous sommes tous des potentiels tuberculeux. Nous sommes des potentiels tuberculeux. Donc, il faudrait même que je dise que nous tous, nous avons de la tuberculose. Nous sommes des porteurs sains. Nous sommes des porteurs sains, voilà. Donc, c'est pas la peine de parfois, je vois par exemple le comportement qui constitue un enfrein à l'orientation du malade, par exemple fuir le malade ou éviter de se rapprocher de lui. Non. Il y a un certain nombre de conditions qu'il faut pour que ça constitue vraiment un élément de risque de contamination. Ce n'est pas parce que vous êtes à côté de quelqu'un pendant 1 heure, 2 heures, vous l'accompagnez à l'hôpital que vous pensez que vous serez tuberculeux. Non. Il faut un certain nombre de choses, il faut un certain... il y a d'autres choses qui s'y ajoutent pour que vraiment ça constitue un facteur de risque. Maintenant, l'éradication, j'y crois.
mais vraiment ce sera très compliqué en rapport avec le mode de transmission, en rapport avec les conditions sociales dans lesquelles nos populations vivent, parce que quand vous arrivez, il y a dans certains quartiers ici à Douala, par exemple, où dans une maison, on a pratiquement 10 personnes et que et peut-être 5 personnes qui partagent le même lit. Et généralement, le contrôle de la maladie dans cette condition souvent sont très compliqués, parce qu'imaginez-vous un seul instant que une personne dans la maison ait la tuberculose. Sachant que lorsqu'il vient prendre le traitement, on lui dit qu'il y a des mesures à prendre pendant que tu es sous traitement puisque tu es contagieux. C'est souvent un casse-tête. C'est difficile de gérer ce genre de patient parce que en réalité, vous n'avez pas demandé à sa famille de le jeter. Ou alors vous n'allez pas demander à la famille d'aller au-delà de ses moyens. Donc c'est difficile de gérer, surtout au niveau familial, de gérer un malade qui a de la tuberculose quand on lui dit que ça, tu ne devrais plus partager la même chambre avec tes frères, tu ne devrais plus utiliser les mêmes ustensiles avec tes frères et sœurs. Ça devient très compliqué. Et c'est d'ailleurs, nous savons tous que c'est difficile que cet objectif soit atteint. Et c'est généralement dans ces conditions que la transmission, la chaîne de transmission, elle continue. Aujourd'hui, vous recevez le papa, 6 mois plus tard, c'est l'enfant, et ainsi de suite. Alors, il y a une catégorie également qu'on appelle les perdus de vue. Oui, je pense, Flavien, que vous parlez déjà là comme un technicien de la santé, avec les porteurs sains et les perdus de vue et tout. Mais je pense justement, oui, la longueur du traitement peut faire en sorte qu'il y ait des personnes que lorsqu'ils se sentent bien, quand il y a une bonne amélioration clinique, qu'ils se perdent dans l'espace. C'est des gens qui vont être des sources justement de souches résistantes et créer maintenant ce qu'on va appeler les tuberculoses multirésistantes. Quand vous serez contaminé par quelqu'un comme ça, dites-vous que vous n'êtes plus dans la même catégorie que par quelqu'un qui est contaminé par une bactérie sauvage. Sauvage, c'est cette souche qui n'a pas encore été sensibilisée par le médicament. Mais éradiquer la tuberculose, c'est une lutte multifactorielle. Ça implique non seulement l'environnement, l'état de soins et la chaîne de soins et le bien-être même des personnes. Rappelez-vous, au tout début, je vous ai dit que pour que la tuberculose se développe, il faut que votre niveau d'immunité baisse. Ça veut dire que rien que la malnutrition peut permettre le réveil de la tuberculose dans votre corps. La promiscuité, non seulement permet le fait de choper la tuberculose, mais de la redistribuer également. Ça veut dire que l'amélioration des conditions de vie, du bien-être et la lutte contre les comorbidités ou les co-infections. En priorité, on a le VIH. Pourquoi la tuberculose est endémique en Afrique? Parce que la plupart, 80% des nouveaux cas de tuberculose sont des personnes VIH positives. Pour lutter contre la tuberculose, il faut également lutter contre le VIH. Donc, chez les personnes qui ont le VIH, la tuberculose fait partie des pathologies opportunistes. Oui, ça fait partie justement des premières maladies opportunistes qui sont dites classantes. Parce qu'une fois qu'on a la tuberculose, ça nous place déjà dans une catégorie de personnes infectées par le VIH-Sida. Parce qu'on peut être une personne séropositive non malade, mais lorsque vous faites déjà une maladie positive, une maladie, n'est-ce pas, opportuniste, vous faites le sida. Vous êtes classé catégorie sida et donc vous voyez que non seulement vous êtes toujours contagieux pour le VIH, vous êtes encore maintenant contagieux également par la tuberculose. Donc, pour en réalité résoudre ce problème, il faut déjà soigner ou atténuer votre niveau de virulence pour le VIH pour permettre que l'organisme retrouve un niveau de compétence pour aider à combattre la tuberculose chez vous. Mais il faut également aider autour de vous pour que vous soyez le moins en contact possible avec les gens lorsque vous avez une tuberculose dite active qui peut être contagieuse. Parce que toutes les tuberculoses ne le sont pas. Si je fais une tuberculose cutanée, il n'y a aucun risque pour les personnes qui sont autour de moi. Si je fais une tuberculose osseuse, il n'y a aucun risque pour ceux qui m'entourent. C'est juste son mode de traitement qui va être, ou sa durée de traitement qui va varier. Donc c'est une lutte globale. L'amélioration du cadre de vie, l'amélioration de l'alimentation et de l'état de bien-être des personnes, l'amélioration de la connaissance de la maladie et de l'information va faire en sorte que, en famille, quand vous allez passer le message de la promiscuité, les gens comprendront très vite l'intérêt du pourquoi. Les gens ne se séparent pas de champs parce qu'ils ne réalisent même pas que demain, ils peuvent être justement à la place de notre ami, par exemple, pour lequel nous sommes tous tristes de le voir dans cet état, par exemple, aujourd'hui. Donc, c'est une affaire de tous
que ce soit de l'État, que ce soit des familles, que ce soit des malades eux-mêmes. Tout le monde doit faire partie prenante de cette chaîne-là pour qu'on puisse venir à bout de la tuberculose. Alors, Dr Mafo, nous allons sortir de l'émission. Qu'est-ce qu'on devrait faire concrètement pour Thomas? Pour Thomas, comme pour tout malade, ou bien pour toute personne se sentant mal, la première des choses, c'est de l'amener dans un service, d'un centre de santé. Donc, se rapprocher des services de soins, de santé, où on pourra l'aider à mettre un nom sur sa maladie et puis proposer un traitement. Donc, la première des choses quand on ne va pas bien, comme l'a dit tout à l'heure Dr Akou, c'est d'aller à l'hôpital. On ne peut pas se sentir mal ou alors avoir un... Il y a des gens, dès qu'ils auront des céphalées, ils savent ce qu'ils vont prendre. Ils auront mal au ventre, ils savent ce qu'ils vont prendre. Bref, il y a des médecins en tout et partout dans les maisons. Mais faisons attention parce qu'on est médecin dans les maisons, mais après, il y a des répercussions et ensuite, on arrive à l'hôpital quand c'est à un stade avancé. Parfois, pour des maladies pour lesquelles on pouvait trouver rapidement la guérison, on les traîne pendant des mois, voire des années. Et arrivé à l'hôpital, le médecin aurait pu faire quelque chose vraiment, mais il est déjà à une phase avancée et tous ses efforts sont vains. Donc, première des choses, se rendre dans un centre de santé. Et comme il l'a dit, dans les centres de santé, dans les hôpitaux, il existe des services sociaux. Donc, ne nous disons pas, nous sommes démunis, on reste à la maison et voilà, advienne que pourra. Non. Rapprochons-nous du centre de santé ou des hôpitaux et peut-être, pourquoi pas, le médecin pourra nous orienter vers le service social de l'hôpital qui peut nous aider à faire quelques examens ou alors nous orienter vers des laboratoires ou des centres de santé pouvant faire les mêmes examens mais à des prix moins coûteux. En tout cas, l'objectif étant de retrouver la guérison par tous les moyens. Donc, il faut se rapprocher d'un personnel de santé. Alors, vous me direz si je me trompe, Dr Bikek, dans pratiquement tous les districts de santé, il existe une unité de prise en charge de tuberculose, je crois. Oui, effectivement. Au Cameroun, nous avons 252 CDT, Centres de diagnostic et de traitement. Et généralement, au départ, les hôpitaux des districts étaient systématiquement, au minimum, les hôpitaux des districts étaient systématiquement des centres de diagnostic et de traitement. Les hôpitaux centraux, bien sûr, les hôpitaux régionaux et généraux, les hôpitaux des districts. Même déjà aujourd'hui, les centres médicaux d'arrondissement font déjà partie des structures de prise en charge de la tuberculose parce qu'on s'est rendu compte que c'est un problème qui devient déjà très important et ça doit vraiment concerner tout le monde. Donc nous avons 252 centres de diagnostic et de traitement au Cameroun et le traitement est vraiment accessible. D'accord. Alors Thomas a besoin d'une prise en charge et il lui faut des moyens. Il est venu à Regard Social parce qu'il y a des hommes de bonne volonté qui regardent ce programme et qui peuvent bien l'accompagner. Oui, ils peuvent bien l'accompagner, mais il faut vraiment qu'il s'y attelle parce que pour le cas de Thomas, il y a des examens très importants qu'il faut faire parce que je vous ai dit tantôt que ce Thomas doit rencontrer le spécialiste des maladies respiratoires qui va certainement lui faire des examens un peu compliqués pour pouvoir à la fois exclure la tuberculose et chercher à voir s'il y a autre chose que la tuberculose qui cause problème. Donc il y a des examens comme la fibroscopie par laquelle il va certainement passer et on trouvera la nécessité de faire ce qu'on appelle un petit prélèvement, on appelle un terme technique la biopsie. Si vraiment ce sera nécessaire, si c'est nécessaire de le faire, on va le faire pour pouvoir poser le diagnostic. À côté de ça, peut-être en fonction des trouvailles, il va également falloir faire ce qu'on appelle un bilan d'extension. Le bilan d'extension, ce sera certainement radiologique. Donc on pourra lui demander également un scanner thoracique. Également, dans le bilan d'extension, la consultation ORL dont je parlais tout à l'heure fait également partie du bilan d'extension. Donc lorsqu'on parle de bilan, ce n'est pas seulement les examens qu'on doit faire, mais c'est également les consultations. Tout ce qui permettra d'évaluer l'évolution et l'extension de la maladie font partie du bilan d'extension. D'accord. Donc,
il y a des examens qu'il faut faire, donc fibroscopie, scanner et plein d'autres choses. Donc il faudrait vraiment qu'ils se rapprochent pour qu'on puisse vraiment faire le point. Docteur Ako, nous sortons de l'émission. Oui, je suis encore très peiné quand je vois des cas comme ce que nous avons vu aujourd'hui et qui pour moi est symptomatique d'un mal qui est global et général dans la société camerounaise, qui est le problème de l'information et de la bonne orientation. Et je pars sur ce qu'a dit déjà spécifiquement pour Thomas. Il faut l'amener dans un centre de santé et l'adresser aux services sociaux qui vont justement prendre le relais de sa prise en charge en collaboration avec les médecins du centre où il sera ramené. Deuxièmement, on doit retenir que la santé constitue le socle du bien-être. Personne, si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez profiter de rien. La santé est le socle de développement. C'est-à-dire que même dans les familles, on doit intégrer le fait que, en étant en bonne santé, c'est la seule condition qui peut nous permettre d'être utile pour nous et pour la famille. Et aujourd'hui, si l'occasion m'est donnée, je vais passer un message à tous ceux qui nous écoutent sur le fait de ne plus jouer les médecins et les infirmières à la maison. Les hôpitaux sont là justement pour accueillir les usagers. Il y a certes des situations malencontreuses qui peuvent casser l'humeur, la volonté et tout, mais ça ne doit pas constituer un motif pour que nous puissions nous détourner des hôpitaux qui en réalité ne sont là que pour nous apporter les soins et nous permettre d'être bien dans notre environnement. Donc qu'on retienne encore que les hôpitaux sont là pour nous et que la santé constitue le socle du bien-être et du développement. D'accord. Merci. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste et le tout nouveau médecin-chef, ça s'appelle le nouveau médecin-chef du CMA de Ndimom. Très bien, merci. À vous également, docteur Mafo Zonteux. Estelle Raïssa, merci d'être venue. Vous êtes spécialiste en maladies infectieuses et tropicales. Merci d'être venu également sur ce plateau. À vous, docteur Bikek, vous êtes un habitué de ce plateau, médecin généraliste également. Vous êtes à l'hôpital La Quintini de Douala. Merci d'être venu. Marie, Faustin, vous partez également. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de rappeler quand même, tendre la main aux âmes de bonne volonté pour le cas de Thomas, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être pris en charge pour qu'il retrouve la santé et qu'il aille à l'école comme vous. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est notre souhait aujourd'hui. Et je parle là au nom des jeunes du quartier Oya. Vraiment que les âmes de bonne volonté puissent se pencher sur le cas de Thomas. Comme les docteurs viennent de rappeler, malgré le fait que la tuberculose est gratuite, il y a également plusieurs paramètres qui entrent en jeu, comme sa prise en charge, il faut qu'il soit interné, il faut également qu'il ait un dispositif alimentaire assez solide. Il faut également, il faut beaucoup de choses. Donc, aux âmes de bonne volonté, faisons parler nos cœurs afin de donner une autre vie à Thomas. Très bien, merci. Merci à vous, chers messieurs, chères madames, d'être venus sur ce plateau. Nous allons marquer une autre pause, une pause qui nous permet de vivre à nouveau un cas qui a déjà été présenté sur ce plateau. Et juste après ce cas, nous allons recevoir Irène Tembe. J'étais même en location tout simplement parce que j'étais coincé que le problème de l'enfant, ça m'a complètement fait que je suis venu faire une petite chambre pour l'instant pour rester dedans en attendant comment ça peut faire. Et jusqu'à nos jours, ça me fait que surmonter. Je n'ai plus les moyens pour continuer les travaux. Parce qu'à l'heure-ci, je suis bloqué de tous côtés. Même pour manger, ça me dépasse. Je ne sais même plus comment commencer. Marcher même, pareil, manque d'appétit. Elle a plusieurs problèmes aussi. En fonction de l'œil aussi, c'est ça. Et elle ressent tous les douleurs dans la nuit. Elle ne fait que pleurer, pleurer, pleurer. Je ne sais pas. Je fais tout ce que je fais. L'enfant ne comprend pas. Elle ne fait que démarcher partout, partout. On ne trouve pas de solution. Parce que là où elle a 2 ans et elle ne peut même pas parler, ni entendre, ni voir les gestes, rien. Même pour boire, on ne peut rien dire. Il faut que nous on soit attentifs. À lui donner l'eau à chaque moment et donner aussi à manger.
vraiment de Dieu. J'ai dit les gens de bonne volonté de venir en aide à ma nièce afin que le Seigneur vraiment opère le miracle. Parce que je sais qu'elle est une bénédiction de Dieu et elle a un projet pour sa famille. Je sais que elle, j'ai l'assurance, j'ai la certitude qu'elle va marcher et elle va entendre, elle va voir, elle va parler. C'est pas nous aussi comme les enfants. Beaucoup carrière, Vanessa traîne avec elle un enfant malade. La petite Pauline, âgée d'1 an, ventre ballonné, est née dans des circonstances quelque peu troubles. Son séjour dans le ventre de sa mère n'était pas tranquille. On dit que mon enfant souffre du kyste du pancréas. Qu'elle souffre du kyste du pancréas. On a fait l'échographie, mais elle a aussi les problèmes du froid. Elle a le froid volumineux. Quand elle pisse, c'est jaune. Quand elle fait les selles, c'est blanche. Elle a les yeux jaunes, la bouche jaune. Même le pied, c'est jaune. On dit que je suis partie faire l'échographie à la garnison militaire. On m'a dit que mon enfant souffre du kyste du pancréas. Et on croyait que c'était l'hépatie. On a fait le test d'hépatie. On n'a pas trouvé l'hépatie. On n'a fait que l'échographie avant de voir qu'elle souffre de ce kyste-là. Secouée parfois par des maladies, Vanessa n'a pas pu rencontrer un seul spécialiste de la santé avant l'accouchement. Quand j'ai conçu l'enfant, j'étais menacée. J'avais toujours le palu, j'avais les nerfs, tout ça. Bon, quand mon mari, lui, il a trouvé un peu d'argent, je suis allée à l'hôpital, on m'a placé la perfusion. Quand on m'a placé la première perfusion, j'étais couchée. Subitement, j'ai constaté que le sang est en train de couler sur moi. Je me suis levée, ça s'est versé au sol. Là où j'ai retiré ma perfusion, j'ai décroché ma perfusion, je suis allée voir le médecin, il m'a dit que je suis en train de saigner. Il m'a retiré la perfusion, il a dit que je parte me nettoyer à la maison. Il y avait toujours les palus. J'étais toujours à l'hôpital. J'ai fait 2 semaines. En 2 semaines, j'ai fait tout le mois de novembre où j'étais à l'hôpital. La jeune dame en location et qui occupe une chambre dégageant une odeur de pauvreté, avec le matelas jeté à même le sol, est menacée de libérer les lieux car elle cumule 4 mois de loyer impayé. Ça fait 4 mois, elle n'est pas encore payé la maison. La bailleuse est venue même pavader. Il a dit que ouais, maman, tu vois la situation de l'enfant. Il n'y a pas moyen, on demande l'opération, je n'ai pas. Elle a vu, elle-même, elle s'est calmée, elle a vu la situation de l'enfant, elle s'est calmée. Nous sommes dans une chambre comme ça là. Donc pour le moment, je ne suis pas en train de payer, même les factures, tout est comme ça. Quand ils viennent, des fois, l'autre jour, on a même voulu me couper la lumière. J'ai montré mes voisins qui ont cotisé l'argent et ils ont payé à ma place. Même tout est comme ça, tout, même l'eau. Ce sont eux qui payent. Je suis seulement là comme ça, là. Eux m'aident seulement comme ça, là. Même pour manger, sont eux. Ces enfants souffrent des malformations congénitales et c'est un sujet qui a été présenté dans cette émission Regard Social. Et ils ont besoin de vous, ils ont besoin d'être soutenus, d'être pris en charge. Et raison pour laquelle nous vous tendons la main et nous voulons sûrement, comme d'habitude, donc les accompagner dans cette prise en charge justement. Avec nous sur ce plateau, Irène Tembe, bonsoir. Bonsoir Flavien. Et bienvenue. Nous venons de présenter le cas de ces 3 enfants qui souffrent des malformations.
Oui, nous allons débuter par le cas de la petite Pauline que nous venons de quitter à l'instant à l'antenne. Les différentes contributions sont les suivantes. Mangoumate Irène, 5 000 francs. Madame Veuve Hélène Boyom de Bipanda, 2 000. Diane Moukam, 5 000. Bienfaiteur de Yaoundé, 1 500. Âme de bonne volonté, 1 000 francs. Kenti Vitali, 2 000. Julio Tokudjo, 1 000 francs. Le Cordeau de Manjo, 5 000. Elsa Ariane, 500. PCC Revival Fayayos, 10 000. Madame Chouambou Daniel, 5 000. Bienfaiteur de Yassa Kolombok, 8 000. Madame Brigitte, 5 000. Une chrétienne, 1 000 francs. Fonkou Solange, 5 000. JPKD, 500. Famille Teyo, 5 000. Wangou Berlin, 5 000. Une chrétienne, 5 000. Mutuel Balako de Bonamoussadi, 1 000 francs. Une bienfaitrice à Bafoussam, 5 000. Famille Mounet depuis Boya, 50 000. Une amie de Jésus, 5 000 francs. Eboa Messenger, 5 000. Bienfaitrice de la Cité des Palmiers, 10 000. Une maquilleuse bienfaitrice, 5 000. Amis sans frontières, 25 000. Olivier Ndior, 2 500. Ange Merveille, 12 500. Le Giro, 3 000. Madame Eno, 2 000. Biamou Jean Blaise, 3 000. Un chrétien de Saint-Barthélemy, 5 000. Ima Dorian, 2 000. Honoré, 1 000 francs. Bienfaiteur, 2 000. Odjon Oben Alice, 3 000. Sandrine Maténé, 3 000. Sali, 5 000. Rodolphe Teka Mambo, 500. Agachou, 2 000. Edouayon, 1 500. Solange Fonkou, 3 750. Maman Rose de la paroisse Saint-Marc de Biémassi, 2 500. Cyril Aimé et Congo, 500. De Nyundong Lydie, 4 900. Christelle Dormo, 7 500. Tiani Manuela, 1 000 francs. La famille Digem Etienne, 5 000. Manu Abigail, 2 000. Jig Armo, 5 000. Madame Tenzem, 15 000. Association Amis pour toujours, 100 000. Les diacres de la rue, 20 000. Famille Anslem depuis Malabo, 10 000. Plucherie Machimi depuis la France, 20 880. Amicale des étudiants d'ISMA, 45 000. Les dames Dine, 30 000. Papa Yepcho Isaac Apenja, 3 000. Francis Bessier Auben, 3 000. Alès Gérard et Tafret, 1 000 francs. Patrick Fungwana, 2 000. Janvier Ledoux Takugam, 2 500. Monsieur et Madame Gouati, 10 000 francs. Nous avons un montant pour le cas de la petite Pauline de 503 650 francs CFA. À la suite des contributions de la petite Pauline, nous avons également le cas du petit Brian. Brian qui était présent sur ce plateau, qui est victime d'une déformation cardiaque. Il est âgé de 2 ans. Les différentes contributions sont les suivantes. Madame Tenzem, 15 000. Famille Anselin depuis Malabo, 10 000. Betote Ko-Louis, 10 000. Bienfaitrice, 2 000. Une résidente à Bonanga, 20 000 francs. Pulchérie Machemi depuis la France, 20 880. Amicale des étudiants d'ISMA, 45 000. Les dames Dine, 30 000. Anonyme Yassa Bakoko, 10 000. Lucie Sandrine, 10 000. Papa Yepcho Isaac Apenja, 3 000. Freddy Kamwe, 4 950. Estelle Chanel Lieno Cuissi, 1 000 francs. Rosine Jomeni, 2 000. Marceline Ewenoko, 500 francs. Nous avons un montant pour le cas du petit Brian de 292 580 francs CFA. Et à la suite, toujours des contributions, nous avons également le cas de la petite Ange Divine, dont tous les 500 se sont bloqués. Elle ne marche pas, elle ne voit pas, elle n'entend pas. Et les différentes contributions sont les suivantes. Madame Tenzem, 15 000 francs. Bienfaiteur, 5 000. Famille Anselem depuis Malabo, 10 000 francs. Un bienfaiteur, 3 000. Ndé Irène, 20 000. Une résidente à Bonangan, 20 000. Koué Betote Louis, 10 000 francs. Madame Siewe Makenda Yolande, 5 000 francs. Yolande de Toulouse, 20 000 francs. Plucherie Machimi depuis la France, 20 880. Amicale des étudiants d'ISMA, 50 000. Les dames Dine, 40 000. Un donateur anonyme, 5 000 francs. Anonyme Yassa Bakoko, 10 000. Pauline Kizito Makuncho, épouse Puchoko, 2 500. Papa Yepcho Isaac Apenja, 3 000. Justine Bakob de Fatoumata, 2 500. Fanny Myriam Tuisseux, 5 000 francs. Lionel Richie Tenja, 1 500 francs. Nous avons un montant de 366 630 francs CFA pour le cas de la petite Ange Divine.
Ce sont là les cas, ce sont des enfants qui sont nés avec des malformations congénitales. Tout à fait. Et nous souhaitons davantage que les âmes de bonne volonté continuent de les soutenir financièrement parce qu'il faut beaucoup d'argent pour la prise en charge de ces différents cas. Tout à fait. Nous les invitons déjà. Et nous ne serons sortis sans dire merci à l'amicale des anciens étudiants de la ville de Esslingen, près de Stuttgart, en Allemagne, qui a fait un don de 327 978 francs CFA pour le cas de Ngwashi. Voilà. Et ça reste une autre situation à motiver davantage pour soutenir ces familles qui sont démunies aujourd'hui et qui ont besoin de soutien également. Merci à vous. Merci également à vous et bonne année par anticipation. Merci. Et merci également à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette autre édition de Regard Social. Georges Mitterrand, Dame, Cédric Nana, Cédric Chouna, Séverin Tchumban et également Dani Warenzede qui est le réalisateur de cette émission Regard Social. Samuel Tchoufa, le chef opérateur de Regard Social également. Le public qui est avec nous comme tous les jeudis soirs. Je suis Flavien Dongo. Madame, Monsieur, bonsoir.